Mesdames et messieurs, bonjour. Je vais avoir l'honneur d'être parmi vous pendant une demi-heure, à la demande de M. Tixier-Vignancourt, candidat à la présidence de la République, qui m'a prié d'avoir avec lui, devant vous, un entretien, une sorte de conversation à bâton rompu et touchant à de nombreux sujets. J'ai accepté sous la réserve de pouvoir le faire en journaliste libre. Quelques notes, cependant, je n'ai pas à vous le cacher, car une demi-heure, c'est long. Monsieur Tixier-Vignancourt, d'abord, quel âge avez-vous? J'ai eu 58 ans aux dernières vendanges. C'est à peu près le juste milieu entre 45 et 75. Vous êtes marié. Je suis marié. Votre femme est originaire de quelle région? De la Haute-Garonne à 100%. Vous avez des enfants? Un fils, Rémi, 18 ans. Sur le plan, il faut toucher à tout, monsieur Tixier-Vignancourt, quand on veut être présenté complètement. Sur le plan militaire, je pense que vous êtes dans la réserve. Je suis même plus que dans la réserve. Je suis lieutenant d'artillerie honoraire. Lieutenant honoraire de réserve. Cité? 2 citations, 39-45. Sur quel front? Eh bien, depuis la ligne Maginot jusqu'à Bergerac, c'est un chemin connu par beaucoup d'anciens soldats. Blessé? Non. En parfaite santé par conséquent? Excellente. Oui, vous nous l'avez dit d'ailleurs, je m'en souviens, dans une première émission. Vous avez des bêtes, vous aimez les animaux? Ah oui, j'ai 4 ânes et 4 chiens. Des ânes? Des ânes à côté de Paris, à Grigny. C'est un petit élevage. C'est une écurie de course à l'échelon homéopathique. Je m'excuse, mais qu'est-ce que vous en faites? Oh, les enfants de Grigny font des courses. Bien. C'est peut-être une question difficile à poser à un candidat à la présidence de la République, mais vous m'avez demandé de vous dépouiller, j'emploie le mot, alors je vous demande aussi quel est votre signe du zodiaque. Je suis de la Balance, et j'étais donc prédestiné à m'occuper des affaires de justice, dont c'est aussi le symbole, avec le fléau. Comme tout le monde, vous avez des amis et vous avez des ennemis. Puis-je vous demander, monsieur Tixier-Vignancourt, ce que vous recherchez particulièrement chez un ami? Je recherche la fidélité, c'est-à-dire la constance. C'est assez vous dire que l'amitié pour moi n'est pas en fonction des opinions. J'ai des amis qui ne partagent pas les miennes et j'ai des gens qui les partagent et qui ne sont pas mes amis. Vous avez des amis, comme on dit, sur toute la ligne politique, même à l'extrême gauche? Oh, mais bien sûr. Et même à l'extrême droite, ce qui est assez rare. Que reprochez-vous au général de Gaulle? Ce que je reprocherais au général de Gaulle, bien davantage que la politique qu'il a faite, car chacun a le droit de faire la politique à laquelle il croit, c'est de ne jamais avoir dit clairement celle qu'il ferait. On peut vouloir l'indépendance de l'Algérie, mais il faut le dire. Vive l'Algérie française pour prendre le pouvoir, et après l'Algérie indépendante, cela heurte la conception que j'ai, non de la politique, mais de la morale. Je vous entends. Je me permets de vous dire que de grands politiques ont quelquefois dit une chose et fait une autre. Puis-je me permettre de vous citer les noms de Talleyrand et de Louis XI, par exemple? Oh, il est certain que M. de Talleyrand n'a pas toujours dit la vérité, mais à l'étranger, jamais à l'intérieur de son pays. Et quant à Louis XI, c'est exactement la même chose à ceci près, que le roi de France ne répondait de sa politique que devant lui-même. Le président de la République fait la sienne au nom du peuple français, et c'est pourquoi
il n'a pas le droit de ne pas lui dire la vérité. Vous avez un certain nombre d'émissions qui sont prévues en radio et télévision, Monsieur Tixier-Vignancourt, comme d'ailleurs vos autres concurrents, pour aborder ces projets et ces opinions en politique intérieure, en politique extérieure et autres. Si je me permets de vous poser des questions qui ont l'air d'être des questions politiques, ce n'est pas tellement pour vous poser des questions politiques, c'est pour essayer de dégager votre caractère, vous voulez bien m'en excuser. J'ai lu dans un journal qui n'est pas, je le pense du moins, considéré comme un journal de votre bord, qu'il écrivait que vous étiez à la fois avocat du peuple et même du menu peuple. Il disait que vous étiez le défenseur des humbles. Pensez-vous que ces formules soient des formules ironiques de la part de ce journal? Je pense qu'il s'agit là du plus grand compliment qui puisse être adressé à un avocat et plus simplement à un homme. Et j'ajouterai, puisque vous avez parlé du nombre des émissions auxquelles je suis appelé à participer, que 2 heures à la télévision et 2 heures à la radio, c'est, si je puis dire, un 5000 mètres et non pas un 100 mètres. Et je vous remercie de bien vouloir, par vos questions, me présenter d'abord aux téléspectateurs, car si j'avais tout dit le premier jour, je n'aurais pu que répéter, sinon rabâcher, pendant les émissions suivantes. Nous avons encore du temps, Monsieur Tixier-Vignancourt, du temps devant nous, même pour cette seule émission. Je voudrais que vous me parliez un peu de la façon dont vous faites votre candidature. On ne peut pas faire tout seul. Vous avez un staff qui dit on fera telle chose tel jour, telle chose à tel autre moment, à la radio il vaut mieux dire ça, à la télévision. Nous discutons avec quelques amis du programme des émissions, du programme des réunions, du contenu aussi, des propos qui seront tenus, et après, très naturellement, je dis ce que j'ai à dire. Vous avez des bureaux qui sont situés où? 19 boulevard de Sébastopol, ce sont les bureaux d'origine. Ils n'ont pas changé. Et l'argent? L'argent, cher monsieur, quand je me promène dans Paris et que je vois les panneaux magnifiques qui ont été loués par les autres, je me dis qu'ils ont bien de la chance d'avoir l'argent nécessaire pour les payer. Mais il y a aussi des panneaux avec le nom et le portrait de M. Tixier-Vignancourt. Oui, mais c'est en affichage libre et non pas réservé, car je n'ai pas le moyen de me payer l'affichage réservé. En somme, j'ai pour moi tout ce qui ne s'achète pas. C'est déjà beaucoup. Ça ne me dit pas d'où vient l'argent de votre campagne électorale. Je ne suis pas contre le fait qu'il faille dépenser de l'argent, je m'excuse, mais je vous demande, parce qu'on se le demande. Exclusivement, monsieur Darget, les quêtes à la sortie des réunions et les cotisations des adhérents qui sont maintenant à peu près au nombre de 100 000, c'est-à-dire un nombre supérieur à la totalité des adhérents des partis politiques français, à l'exception du Parti communiste. Vous donnez toujours des réunions? J'étais hier soir à Auray, avant à Pontivy, En Bretagne, avant-hier à Quimper et l'après-midi à Saint-Paul-de-Léon. Vous avez dû recueillir, comme tout le monde, un certain nombre de signatures, je crois que c'est 100 ou 150, enfin c'est un problème que je n'ai pas exactement dans la tête. C'était des maires, je crois, des conseillers généraux, des sénateurs ou des députés. Oui. Bien. Ils viennent de quel bord? Eh bien, monsieur Darget, la loi prévoit oui. que les signataires doivent signer, mais que leur présentation demeure secrète. Je m'empresse de vous dire... Vous voudrez bien m'excuser, alors? Non, je m'empresse de vous dire simplement que si l'on en connaissait la liste, on serait surpris parce qu'ils appartiennent effectivement à tous les bords de l'opinion politique. Oui. Ce qui prouve que l'élection du président de la République n'est pas l'élection d'un député multiplié par 480, que c'est une élection dans laquelle
les opinions apparemment les plus opposées peuvent se réunir dans un intérêt commun parce que c'est un scrutin d'hommes et non pas un concours d'étiquette. Je peux insister? Bien sûr, On m'a dit que des socialistes avaient patronné votre candidature. bien sûr, c'est certain. Et ça- Et même des radicaux, tels, je ne peux pas vous le dire, mais quelques maires de villes assez importantes. Vous connaissez Monsieur Perfit? Monsieur Perfit, lequel? Oui, il y a deux Perfit. Il y en a deux. Le ministre de l'Information, et il y a celui qui a écrit un livre que je n'ai pas lu d'ailleurs, mais dont j'ai entendu beaucoup parler, intitulé Les Juifs. Je parle de celui-là. Ah, monsieur Alain Peyrefit, j'ai lu les ambassades, les clés de Saint-Pierre, et je n'ai pas lu les Juifs. J'aurais voulu savoir quelle était votre position dans ce domaine, car là encore, on parle, beaucoup de gens disent, Monsieur Tixier, et je vais employer le mot cru, après tout, c'est le mot de la rue, il est raciste, je vous écoute. Non seulement vous avez raison de me poser la question, mais, voyez-vous, tout le monde a une légende. Surtout le général de Gaulle et moi. Nous avons tous les deux une légende. Elle est aussi fausse d'ailleurs, dans un sens que dans l'autre. En ce qui me concerne, depuis 30 ans, les gens quittent la salle d'audience ou la salle de réunion où j'ai prononcé une plaidoirie ou un discours et disent « c'est curieux, cette fois-ci il a été modéré », sans jamais pouvoir citer le jour où j'ai été violent. Et puis, vous avez Tixier-Vignancourt, raciste ou antisémite. Vous avez même, je ne savais pas que vous me demanderiez cela, mais j'aurais pu vous apporter des tracts innombrables. Je ne les lis plus, il y en a trop. Oh, il y en a trop, il n'y en a pas tellement, mais il y en a quelques-uns. Je suis toujours commissaire aux questions juives à Vichy, alors que ce n'est pas vrai, mais c'est la légende. Quant au fond de la question, comment peut-on penser qu'un homme qui a pris la position qui a été la mienne en Algérie sur l'intégration puisse être raciste, étant donné que j'ai toujours considéré les chrétiens, les juifs ou les musulmans comme des êtres humains à part entière, et pour ceux qui sont français, comme des Français dans les mêmes conditions. Seulement, je m'excuse d'insister, Je vous en prie. ça sert beaucoup les légendes dans la politique française. Ça sert à constituer en pensant que le peuple français est constitué par une majorité de sous-développés intellectuels, ce qui n'est pas vrai, qu'on va construire un loup-garou, une bête du Gévaudan, comme disaient nos grands-mères, ou un serpent de mer, c'est le monstre. Alors, on Vous êtes un monstre. Mais oui, on bâtit le monstre, c'est très utile. Et puis, heureusement, petit à petit, on s'aperçoit que l'intérêt sordide qui a présidé à la construction du monstre, c'est tout simplement parce qu'on ne pouvait pas discuter sérieusement avec lui de son programme et de ses idées. J'allais vous demander si vous étiez quelquefois souriant, ce n'est pas la peine, je viens de le voir, mais vous avez cependant prononcé le mot de Vichy en me disant je n'ai pas été commissaire aux affaires juives, d'accord, vous avez été ministre. Eh bien, monsieur Darget, si j'avais été ministre, j'aurais comparu devant la haute cour. Donc, je n'ai pas été ministre. Alors, Qu'ai-je été? Eh bien, j'avais à peu près la profession, l'emploi de monsieur Dupont à l'ORTF. Et mon successeur a été monsieur le professeur Portman, en janvier 41, sénateur de la Gironde et actuellement au Sénat, un messager apprécié du pouvoir. je ne comprends pas, il n'y avait pas de télévision en 1940. Oui, mais il y avait la radio. Et Déjà, monsieur Darget. Vous étiez En directeur 40, il y avait la radio. Vous étiez directeur C'est sûr. de la radio, non? Oui. Voilà. Fait. Et du cinéma. Et du cinéma.
J'ai même fait la loi d'organisation du cinéma sur laquelle cette industrie a vécu jusque vers l'année 55, car ma loi fut une loi validée. Dites-moi, Monsieur Tixier-Vignancourt, nous allons revenir au problème politique actuel. Il y a quelque chose qui me chiffonne, si vous voulez me pardonner ce mot. On a tout prévu, bien sûr, et l'on a décidé, avec juste raison, me semble-t-il, que le président de la République ne pouvait être élu qu'à la majorité absolue, ce pourquoi, au second tour, ne resteraient en présence que les deux candidats en tête de scrutin. Cependant, je voudrais bien savoir ce qui se passerait si deux candidats restant en présence, dans l'inter-élection, si j'ose dire, l'un de ces deux candidats était rappelé à la droite du Seigneur, par exemple. Monsieur Darget, un important journal du soir d'hier, a évoqué la question. Comme dans toutes les lois contemporaines qui sont promulguées dans l'intention parfois de ne pas les voir appliquées, ce cas n'est prévu que par le commentaire. Et le commentaire est le suivant. Si le candidat meurt avant le mercredi soir qui suit le premier tour, c'est le suivant qui participera au second tour. S'il meurt après le mercredi, on votera, quoi qu'il arrive, pour un défunt le 19 décembre. Mais je vous sers connaissant de ne pas évoquer d'aussi funèbres possibilités. Non, c'est une chose qui m'avait un peu étonné. Moi aussi. Tout peut arriver. Ah, enfin, oui. nous avons l'exemple de M. Kennedy, nous avons l'exemple de... Tout peut arriver. Ah, M. Kennedy, il n'y avait pas d'élection. Bien sûr. Dites-moi, vous connaissez M. Antoine Pinay? Personnellement, enfin j'entends. Très bien. J'ai été élu le même jour que M. Pinay, le 3 janvier 1936. Cela ne nous rajeunit pas, mais pour ma part, j'avais commencé de bonne heure. Oui. Et le hasard a fait qu'il a siégé sur le même banc que moi pendant un an. Je le connais donc beaucoup mieux que la plupart de ses interlocuteurs récents. Mais ce n'est pas un de vos amis intimes, ce n'est pas... Oh, ma foi, nous ne nous voyons pas souvent, bon. Mais loin des yeux, loin du cœur n'est pas un proverbe français. Par conséquent, je l'aime bien. Oui, mais je voudrais et vous poser... il ne me déteste pas. Je voudrais vous poser une question très précise, parce que je ne peux pas la lui poser à lui, bien sûr. Est-ce que vous pensez qu'il serait d'accord avec votre programme, un programme que d'ailleurs, je m'empresse de le dire, nous ne connaissons pas ici encore à la télévision, que vous développerez dans d'autres émissions? Justement, je crois que le président Pinay serait d'accord pleinement avec mon programme. À quoi vous pourriez me dire, qu'en savez-vous? Je vous répondrai, vous savez bien que je suis candidat depuis 18 mois. Que mon programme, je le développe depuis 18 mois et non pas depuis 18 jours, et que tous les autres candidats, défendant exactement le même programme que moi, parfois avec les mêmes phrases, ce qui me fait plaisir, voyez-vous, parce que ça prouve que mes phrases étaient bonnes. C'est pourquoi ils les ont prises. Je pense que ce programme répond donc aux sentiments profonds de l'immense majorité des Français. Et comme le président Pinay est un homme plein de bon sens, je suis certain qu'il l'approuverait. L'Alliance, l'Europe, la liberté, cela est exactement ce qu'il a défendu toute sa vie et ce que je défends aujourd'hui. Vous pensez être un violent ou un tendre dans la vie? Ça dépend des moments. Parce que il y a un temps pour la passion et il y a un temps pour la cueillette des marguerites. Ce que je dis, c'est qu'un programme de bon sens, un programme de sagesse, peut être défendu passionnément, et que le bon sens et la passion ne font pas obligatoirement mauvais ménage. Mais le bon sens triste n'est pas plaisant, et c'est peut-être pourquoi
le peuple français s'est parfois laissé entraîner à voter contre le bon sens parce que le côté opposé lui était présenté avec plus de brillant, plus d'allant et plus de promesses. Monsieur Tixier-Vignancourt, je pense qu'il faut beaucoup de force et beaucoup de confiance pour représenter un pays comme la France. Si vous briguez la magistrature suprême, c'est que cela ne vous effraie pas. Monsieur Darget, la France, tout d'abord, n'a jamais été plongée dans le chaos parce qu'un homme, fût-il prestigieux, disparaît d'un moment à l'autre. Clémenceau a dit « Les cimetières sont pleins de gens indispensables ». Autrefois, la succession pour le chef de l'État, c'était « le roi est mort, vive le roi ». Eh bien, si l'on dit un jour « De Gaulle est mort », on dira « Vive la France », mais on ne dira pas « La France est morte ». C'est un peuple qui a manqué parfois de pain, mais jamais de chef de l'État. Je ne crois pas qu'il soit tellement difficile, tellement pesant, tellement surhumain de diriger une race qui est à la fois douce et forte, et qui ne manque, pour donner l'ensemble de ses efforts, pour donner la preuve de sa grandeur toujours existante, qu'un équilibre dans les pouvoirs, qu'un équilibre dans les opinions et qu'un peu de franchise dans l'expression de celle-ci. J'ai beaucoup de mal avec vous, monsieur Tixier-Vignancourt, Oh. car je voudrais éviter la politique et vous y revenez tout le temps. Vous me direz que c'est votre rôle. Alors je vais vous poser une question. On m'a même reproché de n'en pas parler assez lors de ma première émission. Si j'en avais beaucoup parlé, le reproche eût été le même. Alors je vais vous poser une dernière question qui, celle-là, est très politique d'une part et assez difficile à poser du moins. J'y vais? Allez-y. Vous pensez être élu? Monsieur Darget, quand j'ai décidé d'être candidat à quelque poste que ce soit, je me bats. Je me bats de toutes mes forces. Je me bats pour vaincre et non pas pour la gloriole puérile de figurer dans une grande compétition. Si je pense être élu, monsieur Darget, si aux courses, c'était toujours le favori qui gagnait, mais personne ne jouerait au tiercé, il faut de temps en temps laisser sa chance à l'outsider, au vainqueur imprévu. Je vais même vous dire, si dans l'histoire sainte, Goliath avait vaincu David, l'histoire sainte serait moins plaisante. Voulez-vous admettre que je suis aujourd'hui un David en forme excellente à l'égard d'un Goliath dont la fatigue mérite la déférence? C'est bien pourquoi je vous dis, dans la vie, et comme avocat, quand j'ai une chance sur deux de gagner, mais je ne gagne pas plus souvent qu'un autre, et quand je n'en ai qu'une sur 1000, en général, elle est pour moi. Tenez, ma première élection, j'avais 28 ans. Les anciens du peuple, les techniciens, vous savez, les sondeurs d'alors, vous connaissez les instituts qui sondent et qui vous disent « Monsieur Tixier-Vignancourt fera 6,69%, c'est merveilleux ». Il me disait que je n'avais pas une chance sur 1000 d'être élu. Je l'ai été. Étonné. Mon concurrent le plus sérieux, qui est bien le général de Gaulle,
Eh bien, je suis sûr qu'il ne me donnait pas une chance sur 1000 de sauver la tête du général Salan, c'est sûr. Et je l'ai sauvé. Jamais 203, dit la sagesse populaire. Et pourquoi voudrait-on que le peuple français se détournât d'un homme qui sort de son sein, qui est plein de volonté? De bonne volonté, oui, mais de volonté aussi. Et qui sait bien que l'équilibre qu'il faut réaliser, c'est celui qui doit exister entre l'autorité et la liberté. Voilà la tâche à laquelle je veux me consacrer, et puisque programme il doit y avoir, soyez tranquille, il viendra en son temps, et d'abord à l'émission de vendredi, à moins que, ce jour-là, le général de Gaulle ne veuille bien répondre à la courtoise invitation que je lui adresse pour ce jour-là, afin de débattre avec moi, comme débattirent le président Kennedy et M. Nixon, M. Johnson et M. Goldwater, des intérêts généraux de la France, selon les règles de la démocratie. Nous verrons donc vendredi si j'expose mon programme ou si j'en débat avec le chef de l'État, et le peuple français, alors pleinement informé, pourra rendre une décision que j'espère favorable. Monsieur Tixier-Vignancourt, je vous remercie de m'avoir permis de vous interroger en toute liberté. Et moi, je vous remercie, monsieur Darget, d'avoir pu converser avec vous devant l'ensemble des téléspectateurs que je remercie de leur bienveillante attention.